Bonjour à tous, salut YouTube, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la récap du dimanche. Vous savez, j'avais mis en place ça très récemment, revenir en arrière sur les sujets que j'ai traités durant la semaine et je sélectionne un sujet par jour qui me paraît le plus pertinent et on refait le point dessus, on retraite un petit peu ça très probablement avec en plus un œil différent parce que plusieurs jours sont passés, ça permet d'avoir d'un petit peu de recul sur la chose. En tout cas, j'ai eu des bons retours sur le premier épisode, donc je me dis peut-être potentiellement ça peut plaire, donc je vais continuer. Si jamais ça ne marche pas, si vous accrochez pas dessus, dites-le moi dans les commentaires tout simplement, et je traiterai la chose différemment. On débute tout de suite donc cet deuxième épisode de la récap du dimanche. J'espère que vous allez passer un bon moment, c'est parti. Alors, pour ce premier retour en arrière de ce deuxième épisode de la récap, j'ai décidé de revenir sur une news qui a fait grand bruit sur internet et croyez-moi, c'est pas fini. Je vous avais parlé que Sony était en train de préparer activement une console, entre guillemets, portable, un périphérique de jeu portable. Je vous avais dit que l'état même du développement de cette machine était plutôt avancé parce qu'en fait, la console était en train de passer des tests de qualité, ce qui prouve que le développement, la conception de l'appareil en lui-même est vraiment proche de la fin. Une énorme rumeur, je vous avais dit d'ailleurs dans cette news, que Sony était très probablement en train de prévoir la sortie de cette machine en novembre prochain. C'est vraiment dans pas longtemps, en novembre 2023. Je pense sincèrement que durant ce showcase de Sony PlayStation qui s'annonce vraiment énorme au mois de juin prochain, on aura quelque chose à se mettre sous la dent. On aura peut-être des news, peut-être un teasing, voire plus au sujet de cet appareil. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose dessus. Il y a même énormément de brouillard en fait qui entoure ce concept. On va l'appeler comme ça parce que pour l'instant, il ne s'agit que d'un concept. Je vous avais dit que cet appareil devrait être équipé d'un écran de 8 pouces. C'est une taille plutôt confortable, en 16 neuvième, une résolution que pour l'instant on ne connaît pas. Mais j'imagine, moi, du Full HD parce que pour pouvoir proposer du gaming performant et surtout confortable, le Full HD, ça fait sens. Le 720p, je trouve ça plutôt limité pour avoir des jeux vraiment visuellement confortables. Cette machine, pour l'instant, on ne connaît pas son nom, comme je vous l'ai dit. Il s'agit d'un nom de code, Q-Lite, Lite, dénomination qui me fait un petit peu peur concernant cette machine. Attention, là, la vidéo que vous voyez, il ne s'agit que de la vidéo de présentation de la PS Vita. Alors, est-ce que Sony a peur de venir sur le terrain de Nintendo pour venir un petit peu batailler avec eux au sujet d'une console portable? C'est très probable. Ce terrain-là, Nintendo l'occupe magistralement depuis bien longtemps. D'ailleurs, cette PS Vita qu'on voit ici, malheureusement, n'a pas résisté face à la Nintendo 3DS. C'est bien dommage parce que la PS Vita avait vraiment d'excellente qualité. C'était vraiment une très très bonne machine. Nintendo domine réellement le marché de la portable. Ils ont même révolutionné un petit peu le concept, tout simplement avec la Switch qui propose cette dualité salon-portable. C'est vraiment parfait et ça fait aussi partie de son succès colossal. Et dans ce sens, je vois pas trop comment Sony peut venir chambouler un petit peu l'histoire, venir un petit peu batailler Nintendo sur son terrain de jeu favori. J'y crois pas. Je pense que Sony en a conscience. Et en même temps, Sony a dans son offre l'abonnement PlayStation Premium Plus qui permet donc le Remote Play. Est-ce que Sony est en train de vouloir pousser l'utilisation du Remote Play via ce périphérique portable? C'est possible, sincèrement c'est possible, ça peut vraiment bien fonctionner. La console normalement sera dédiée au cloud gaming, au streaming, donc au Remote Play. Ça peut être intéressant pour pas mal de situations. Maintenant, ça aussi limite énormément l'utilisation de cette machine parce que si elle est juste pour le streaming et le Remote Play, ça veut dire qu'il va falloir une connexion Internet permanente. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, la seule caractéristique technique pour l'instant connue de ce périphérique de qualité, c'est justement la connectivité de la machine qui devrait être équipée d'une puce qui gère le Wi-Fi 6E. Donc c'est plutôt poussé, c'est bien, et tant mieux à la limite, parce que si c'est pour faire du streaming, il faut quelque chose de fiable, de qualité, qui tient la distance. Mais en ce qui concerne le reste, c'est plutôt pauvre. Le processeur devait être un processeur bas de gamme, relativement bas de gamme, qui de toute façon, si c'est pour du Remote Play,
ça suffit largement, en fait, ça fait sens. La quantité de mémoire vive, on parle de seulement 4 Go de mémoire DDR4 en plus, l'ancienne génération. C'est relativement pauvre aussi, mais après tout, ça fait sens. Si la machine est dédiée au streaming, au remote play, ça serait logique. Apparemment, une rumeur fait état d'un slot de mémoire flash. On pourrait peut-être mettre de la SD card ou alors une mémoire propriétaire à Sony. Personnellement, j'ai du mal à y croire, on verra. Mais on voit des caractéristiques assez faibles, sauf l'écran et la connectivité. C'est plutôt logique et normal. N'empêche que cette machine devrait reprendre probablement peut-être le design un petit peu des manettes DualSense de la PS5 avec des fonctions reprises de la manette DualSense de la PS5 comme les retours adaptatifs, ces vibrations très perfectionnées de la DualSense, les gâchettes à retour de force vraiment poussées qui vont donner beaucoup plus d'immersion aux joueurs même en remote play. Ça pourrait être pas mal. On y voit ici un concept qui reprend un petit peu les couleurs et le design des manettes PS5. Donc voilà, de toute façon, on va attendre ce showcase de Sony au mois de juin. Il y aura peut-être vraiment des annonces concernant ça parce que les rumeurs font état d'un showcase vraiment colossal. Et la grosse rumeur fait état aussi de la sortie de cette machine pour novembre. Le prix, on parle d'autour des 200 $, 200 €, peut-être un petit peu plus. Moi, je tablerais plus pour 250 €. C'est pas très cher, vraiment. Mais quand on voit les caractéristiques que je vous ai dévoilées, finalement, ça fait sens. Si c'est vraiment que pour du streaming, ça fait sens. Si c'est que pour du remote play, pareil, ça paraît logique. Mais attention, cette machine n'aura pas de Logitech dédié en niveau physique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de jeu dédié. Je veux expliquer par là que via les abonnements PlayStation Premium, PlayStation Plus, il est possible que dans le catalogue PlayStation, vous retrouverez une liste de jeux dédiés à cette console. On peut imaginer le retour par exemple de Patapon, qui était un succès vraiment intéressant dans les consoles portables précédentes de Sony. Donc voilà, c'est une idée, c'est des rumeurs. Je vois pas trop Sony cantonner ce périphérique exclusivement que pour le remote play des jeux PS5. Ça va très fortement limiter sa durée de vie, je pense, à cette machine. Si vraiment Sony se lance là-dedans, je vois pas un gros succès en fait de ça. Je vois pas les joueurs se ruer dessus avec le casque PSVR 2 qui coûte 600 €, la machine elle-même qui coûte quand même assez cher, les jeux qui ont augmenté de prix, maintenant un nouveau périphérique en plus, même si c'est que 250 €, ça reste 250 € et au jour d'aujourd'hui, c'est pas rien. En plus, une connexion internet obligatoire pour pouvoir y jouer dessus tout le temps. Si la machine n'a pas une Logitech dédiée, que ce soit en physique ou en streaming, sincèrement, je prédis un funeste destin plutôt rapide. J'espère pas, vraiment, mais c'est pour ça que je disais que ce nom de code Q-Lite me fait un petit peu peur. On verra ce qu'il en est, le showcase approche, novembre approche, et puis sincèrement, je pense que dans les prochaines semaines, on va avoir de plus en plus de news et de rumeurs concernant cet appareil, et vous pouvez être sûr sur la chaîne, vous aurez les news les plus fraîches et les plus fiables concernant ce sujet. Alors, pour cette deuxième news concernant les récaps, on va faire un petit tour dans le futur, pas très loin. On va aller vers le mois de juin. Vous savez que des conférences fabuleuses arrivent. Ça va être un vrai délire et aussi un vrai plaisir de pouvoir vivre ça tous ensemble avec des conférences de développeurs, des conférences d'éditeurs, des conférences de constructeurs. On parle beaucoup du showcase de PlayStation qui s'annonce colossal. J'ai vraiment hâte de vivre ça parce qu'il va y avoir des annonces de partout. Ça va être dingue. Mais faut pas oublier les autres et notamment Xbox qui a son mot à dire. Xbox qui prépare aussi une conférence, un showcase colossal, rien que au niveau du temps, il va durer normalement à peu près 2 heures. 30 minutes seront dédiées à Starfield et je pense qu'en 2 heures, on a le temps d'en prendre plein les yeux. Si Microsoft prépare un showcase de 2 heures, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire, à nous présenter et sincèrement, ce n'est pas fait pour me déplaire et je pense qu'à vous aussi, on va avoir droit très certainement à du Fable, ça j'ai hâte de voir. On va avoir droit encore à du gameplay de Forza Motorsport qui arrive. Bien sûr, il y a cet énorme Starfield direct de près de 30 minutes
qui va nous dévoiler beaucoup de choses, parce que même si on commence à connaître pas mal de choses sur ce titre de Bethesda, mais il y a quand même encore beaucoup de brouillard autour de ce jeu qui s'annonce absolument incroyable. Bref, 2 heures de prise de parole de la part de Xbox, avec beaucoup de jeux qui vont être traités. Très certainement, hein, on va avoir des images, des vidéos de gameplay qui n'ont pas pu être présentées, mais dont on connaît déjà le jeu. Et bien évidemment, il va y avoir des surprises, des world premières comme ils disent. Ça s'annonce vraiment excitant, vraiment, cette période du mois de juin, parce que là, on parle du showcase de Microsoft Xbox, mais bien évidemment, hein, je vous ai dit tout à l'heure, il y aura celui de Sony, Nintendo qui va traîner autour, bref. Là, Xbox prépare quelque chose de vraiment incroyable. Je ne pense pas qu'on aura droit à du hardware, ça m'étonnerait, ce n'est pas dans l'habitude de Xbox, et puis de toute façon, j'ai pas vraiment de rumeurs, ça on verra un petit peu plus tard, parce que vous savez très bien que Microsoft, comme Sony d'ailleurs, prépare bien évidemment l'évolution un peu plus costaud de la Xbox Series X actuelle. Je ne sais pas si on pourra l'appeler une série X Pro ou quoi, mais en tout cas, c'est sûr et certain, Microsoft travaille dessus. Donc on verra, mais en tout cas, du jeu et encore du jeu, on va en prendre vraiment plein les yeux, que ce soit les bureaux internes de Xbox ou tous les éditeurs tiers. On va avoir du lourd. On sait que Bethesda est en train de travailler sur Elder Scrolls 6. Je ne sais pas s'il y aura des images dessus, mais peut-être. On ne sait jamais parce que ce sont quand même des petits malins. Et peut-être aussi concernant un autre jeu que j'ai commencé à entendre parler, peut-être un Fallout New Vegas 2. Alors est-ce que c'est un DLC pour New Vegas? Est-ce que c'est vraiment un New Vegas 2 vraiment nouveau? Je ne sais pas, je vous ai rien dit, mais bon, hein, gardez ça quand même sur le coin de la table, on ne sait jamais. En tout cas, ce showcase s'annonce vraiment énorme. Je vous l'ai dit, hein, 2 heures, ça laisse vraiment le temps de dévoiler beaucoup de choses. Si Microsoft prépare quelque chose aussi gros, c'est qu'ils ont des choses à nous raconter. Donc autant que le showcase de Sony, là j'ai hâte aussi d'y être. Vraiment, le mois de juin s'annonce vraiment grandiose les amis. Et troisième news pour ce deuxième épisode de la récap, avec un événement dont on n'avait pas vraiment vu venir. Nintendo a pris tout le monde de court en dévoilant un Nintendo Live, un événement live, donc avec du public, bientôt au mois de septembre prochain. On s'y attendait pas du tout. Vous savez que le 3 c'est terminé, en tout cas cette année c'est annulé. Ben, Nintendo montre à tout le monde que finalement le 3 ils en ont pas besoin, pas du tout. Ils prévoient d'animer, de faire un Nintendo Live en septembre prochain à Seattle. Ce Nintendo Live s'annonce vraiment intéressant avec bien évidemment des jeux présentés. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses très intéressantes. Il y aura même des événements comme des concerts live, il y aura des opérations photos, dédicaces, il y aura des tournois de jeux vidéo. Beaucoup d'autres informations vont arriver. Nintendo va encore déclarer pas mal de choses autour de cet événement. Ici, il s'agit du site officiel mis en place par Nintendo pour tenir au courant ses fans des avancées et de la progression de cet événement Nintendo Live à Seattle au mois de septembre. On attend beaucoup de choses. Pourquoi pas, peut-être, on va entendre parler de la future Nintendo Switch. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle va s'appeler, mais en tout cas, vous savez qu'une évolution, une nouvelle génération de la Switch actuelle est en préparation chez Nintendo. Et pourquoi pas profiter d'un événement aussi grand pour pouvoir commencer à dévoiler quelque chose dessus d'assez sérieux. Ça ferait sens, ça serait intelligent de la part de Nintendo, ça ferait monter une hype vraiment importante autour de tout ça, que ce soit autour de l'événement, mais autour de la console aussi. Ça permettrait à Nintendo de taper un petit peu du poing sur la table. On sent un Nintendo en ce moment un petit peu sur tous les fronts, vraiment avec une actu très riche, parce que dès la prochaine news, on va encore parler de Nintendo. Alors, pour cette quatrième news de ce deuxième épisode de la récap, on ne pouvait pas passer au travers, c'était obligé, de toute façon c'était la seule news du jour. Zelda Tears of the Kingdom a été dévoilé dans une nouvelle bande-annonce, la troisième, et d'ailleurs c'est l'ultime bande-annonce, la dernière avant la sortie du jeu officiel qui sort plutôt rapidement, hein, le 12 mai prochain, avec 3 éditions, dont une collector qui s'annonce vraiment très très intéressante. Là, avec cette bande-annonce, Nintendo a calmé absolument tout le monde. D'ailleurs, c'était le titre de ma vidéo sur ma chaîne. On y voit une vidéo très intense, avec une bande-son très intense.
beaucoup d'émotions dans cette vidéo, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, avec un Zelda Tears of the Kingdom qui s'annonce vraiment grandiose, colossal, vraiment, que ce soit au niveau du gameplay, que ce soit au niveau de la taille du monde, j'ai même envie de dire des mondes à parcourir. On y voit ici les mondes célestes, ces îles célestes, certaines sont plus hautes que d'autres, certaines sont beaucoup plus grandes que d'autres. On a remarqué dans cette bande-annonce que très probablement il y aura les souterrains à visiter aussi. Est-ce qu'il s'agit de donjons ou pas? Mais apparemment, il y a des souterrains à visiter. Ce Zelda qui va inclure beaucoup de gameplay différents par rapport à Breath of the Wild. On voit un Nintendo qui pousse les joueurs à explorer encore plus et encore plus loin dans ces jeux d'aventure. Ils vont encore une fois casser la baraque avec ce jeu. Je prédis ce Zelda Tears of the Kingdom comme le GOTY de l'année. Je pense que Nintendo tient ici le jeu de l'année. Je pourrais parier tout ce que vous voulez dessus. En tout cas, ça s'annonce vraiment grandiose. Et c'est même assez intéressant parce que dans les précédentes bandes annonces, Nintendo ne dévoilait pas beaucoup de choses. Et énormément de monde, je voyais des news, des vidéos sur YouTube et tout, comme quoi Nintendo avait perdu un petit peu la main, comme quoi ce Zelda qui s'annonçait, il n'avait pas l'air terrible. On avait l'impression d'avoir un Breath of the Wild 1.5, même limite, on parlait carrément de DLC. Moi, dans ma tête, je me suis dit, les gars, calmez-vous, on parle de Nintendo, on parle de Zelda. Quand on connaît le passif de Nintendo, quand on connaît le passif de cette licence, et quand on connaît les gens qui travaillent sur cette licence, employer les mots de Zelda 1.5 ou de DLC, waouh, calmez-vous, tranquille. À un moment donné, Nintendo va sortir l'artillerie lourde, ça va piquer. Et ben avec cette bande-annonce, effectivement, Nintendo a calmé beaucoup de monde et effectivement, ça a piqué. Vraiment, cette bande-annonce annonce, comme son nom l'indique, du très très lourd. Elle répond à pas mal de questions, mais elle en dévoile d'autres aussi, avec énormément de détails, trop même. C'était complètement dingue, cet événement était complètement dingue. En tout cas, le jeu sort le 12 mai prochain, ça approche. Ça va être encore une fois, évidemment, hein, le jeu le plus vendu à ce moment-là. Ça va être une folie. Ce jeu va encore pousser les ventes de la Switch à un niveau incroyable. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la Switch est la 3e console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Donc là, ce Zelda Tears of the Kingdom va encore aller plus loin. Ils sont vraiment forts, ils sont vraiment très très forts. J'avais un petit peu des soupçons, des rumeurs comme quoi Nintendo préparait une nouvelle bande-annonce pardon, beaucoup plus costaud, qui risquerait de faire mal. Ça a été le cas. Moi perso, j'ai eu des frissons. Quand je vois différentes réactions sur YouTube, j'ai pas été le seul dans ce cas-là. Le 12 mai arrive et on a hâte de découvrir ça manette en main. Croyez-moi, je vais vraiment m'amuser à découvrir ce jeu Zelda Tears of the Kingdom qui va être encore une fois une dinguerie. J'imagine les notes, j'imagine les commentaires. Tous ceux qui disaient que ça allait être qu'une simple DLC, je pense sont en train un petit peu de ravaler leurs propos. Nintendo a calmé tout le monde, clairement, purement et simplement. On arrive presque à la fin de ce deuxième épisode de la récap avec un sujet qui n'était pas forcément une news. En effet, on avait déjà parlé sur la chaîne de l'arrivée de Final Fantasy XVI très prochainement sur la PS5. Il s'agit d'un jeu exclusif à la PS5. Square Enix a dévoilé très récemment une grande vidéo de gameplay sur le jeu. Gameplay qui était très axé sur des moments de phase de combat. Alors, est-ce que c'est pour ça que mon ressenti, il est ce qu'il est actuellement? Peut-être parce qu'ils ont vraiment mis l'accent sur le combat. Toujours est-il que Final Fantasy XVI arrive, c'est une exclue PS5. Le jeu s'annonce vraiment, absolument magnifique. Vraiment très très beau. Il s'annonce grandiose. Les décors sont splendides. On le voit ici sur cette vidéo de gameplay où on trouve des décors magnifiques. C'est vraiment beau, les textures sont belles, le choix des couleurs est judicieux, tout est fouillé, c'est propre, ça ne bave pas. On voit vraiment un Final Fantasy comme on a l'habitude de les voir, grandiose, avec des décors magistrales, une direction artistique vraiment parfaite. Le jeu semble vraiment magnifique, mais
il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans ce jeu, c'est justement la direction prise au niveau du gameplay, au niveau des phases de combat qui sont très dynamiques, voire peut-être un petit peu trop. Je ne sais pas trop quoi penser en fait des combats de Final Fantasy XVI. On le voit ici, ça bouge bien, c'est rythmé, c'est agressif, c'est dynamique, très dynamique. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne direction à prendre pour Final Fantasy, parce que à force de vouloir trop en faire, peut-être que on en fait un petit peu trop. Je ne sais pas. Personnellement, quand je vois tout ça, j'ai plus l'impression d'être devant un Devil May Cry ou un de ces jeux d'action typiquement japonais où ça part dans tous les sens, style Persona, que Final Fantasy. Pour moi, Final Fantasy, c'est un RPG, c'est un jeu d'aventure. Certes, il y a de l'action, mais pas à ce point-là, en fait. Là, j'ai clairement pas l'impression d'être devant un Final Fantasy, en fait. C'est pas brouillon du tout, parce que, à mon sens, c'est pas possible de faire quelque chose de brouillon avec une machine pareille. La PS5 montre ici toute sa puissance. C'est une console, une machine fabuleuse. On le voit, c'est détaillé, c'est très rythmé, mais en même temps, c'est propre. Vraiment, elle est incroyable cette console, et on le voit ici. Les développeurs commencent vraiment à bien maîtriser en plus la machine et toutes ses possibilités. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop. À force de vouloir trop en faire, des fois, ça dessert un petit peu le jeu. J'ai l'impression qu'il y a trop d'éléments affichés à l'écran. J'ai l'impression que des fois, on contrôle pas trop ce qu'on fait. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo de gameplay dévoilée par Square Enix était vraiment axée gameplay, justement, et surtout les phases de combat. Donc, est-ce que cette impression est accentuée parce que c'était axé là-dessus, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être révélé par les testeurs bientôt? Le jeu sort, donc on va avoir bientôt des tests, des previews et tout. Et d'ailleurs, j'en ai déjà vu un ou deux passer qui ont à peu près la même idée que moi, que c'est peut-être un peu trop axé action, alors qu'à la base, c'est un RPG. Donc on verra bien de toute manière, hein. Le jeu, de toute façon, va être grandiose. Il va se vendre comme pas possible. Il va avoir un succès fou, c'est sûr et certain. J'espère surtout que Sony et Square va pas perdre un petit peu des fans à cause de cette direction prise par les développeurs, de mettre beaucoup d'action dans les phases d'action. Je ne sais pas si vous comprenez là où je veux en venir. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop, tout simplement. Alors, j'espère que ça va pas dénaturer le jeu, j'espère qu'ils vont pas perdre de fans dessus. Personnellement, j'ai jamais été trop fan de Final Fantasy, mais je reconnais la qualité du jeu, et puis de toute façon, son histoire fait que c'est un jeu mythique dans le monde vidéoludique. Donc voilà, j'espère vraiment que ce Final Fantasy XVI, aussi beau soit-il, aussi grandiose soit-il, ne met pas un petit peu trop l'accent sur ce côté spectaculaire des phases de combat pour pouvoir en mettre plein les yeux aux joueurs et au final peut-être en perdre un petit peu trop. Et voilà les amis, c'est terminé pour ce deuxième épisode de la récap du dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment aimé partager ça avec vous et surtout revenir un petit peu en arrière pour voir toutes ces vidéos avec un œil différent, un angle différent qui permet, avec un peu de recul, d'avoir très probablement un avis un petit peu plus posé, un peu plus léger que si on le traite sur le moment à chaud, vraiment avec pas forcément assez de recul pour pouvoir avoir un avis un peu plus posé dessus. Là, c'est un peu différent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, mais surtout, venez dans la zone de commentaires pour me dire quelle vidéo, quel retour vous a le plus plu. Est-ce que, comme moi, vous êtes un petit peu inquiet au sujet de cette console portable Sony, potentiellement exclusif au remote play et au streaming? Est-ce que, comme moi, on vient de le voir, vous êtes un petit peu dubitatif face à ce Final Fantasy XVI qui s'apparente plus à un jeu d'action avec un petit peu de RPG dessus? Bref, on peut discuter de tout ça dans la zone de commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon dimanche. Passez une belle journée, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous amuser et je vous dis à très vite pour des news gaming qui sont de retour normalement mardi, qui vont traiter les news du lundi et ainsi de suite. Vous connaissez la musique maintenant. Je vous dis à très bientôt, à mardi, portez-vous bien, bye bye.